Le 6 novembre 2025, l'entreprise allemande d'armement Rheinmetall annonçait un record historique, 64 milliards d'euros de commandes, le plus gros carnet de commandes de toute son histoire. Le PDG, Armin Paperger, prévoyait dans une interview à Fortune Europe que les commandes atteindraient 300 milliards d'euros dans les 5 prochaines années, soit une croissance de 450%. Et Pravda Allemagne écrivait que c'était la plus grande expansion de l'armement allemand depuis la Seconde Guerre mondiale. The Defense Post rapportait le 27 octobre 2025 que l'Allemagne avait dressé une liste d'achats de défense d'une valeur de 438 milliards de dollars. Le monde débat. L'Allemagne redeviendra-t-elle la puissance militaire dominante en Europe? Mais il y a eu un moment dans l'histoire où des analystes du renseignement américain ont examiné exactement cette capacité de production, ont rédigé des rapports et ont ensuite tout classifié jusqu'en 1985. 40 ans de secret. Pourquoi? Imaginez, vous êtes un analyste de l'école de guerre de l'armée américaine en 1945. La guerre en Europe est finie. Vous avez accès à des milliers de documents industriels allemands capturés, des chiffres de production, des plans d'usine, des structures organisationnelles. Votre tâche est simple, comprendre comment l'Allemagne a pu se battre pendant 6 ans contre la puissance industrielle combinée des États-Unis, de l'Union soviétique et de l'Empire britannique. Vous commencez à lire. Et ce que vous découvrez vous choque tellement que vos supérieurs décident de sceller les rapports pour 4 décennies. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de spéculation. Ce sont des documents déclassifiés, des archives du Pentagone, des études de l'école de guerre de l'armée américaine, des rapports qui n'ont été rendus publics qu'en 1985, exactement 40 ans après la fin de la guerre. Et ils racontent une histoire de la production industrielle allemande qui était si impressionnante que les planificateurs militaires américains ne voulaient pas la montrer au public, pas pendant la guerre froide, pas pendant la menace soviétique, pas avant que le moment ne soit suffisamment sûr. Voilà le truc. Rheinmetall en 2025 n'est pas le premier moment où la capacité industrielle allemande a stupéfié le monde. Il y a eu un autre moment en 1943, au milieu de la guerre totale, quand un homme du nom d'Albert Speer a réorganisé toute la production de guerre allemande et a obtenu des résultats que les services de renseignement alliés jugeaient impossibles. Le 8 février 1942, Albert Speer est nommé ministre du Reich à l'armement et aux munitions. Il avait 36 ans. Un architecte sans expérience militaire. Les Alliés ont ri. Comment un architecte pouvait-il diriger la production de guerre d'une nation? Mais Speer a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a appliqué la rationalisation industrielle à l'allemande. Il a éliminé 27 autorités différentes qui ralentissaient la production. Il a centralisé la prise de décision. Il a mis en œuvre la standardisation dans toutes les usines et les résultats ont été choquants. En 1941, avant Speer, l'Allemagne produisait 3790 chars d'assaut et canons automoteurs. En 1942, la première année complète de Speer, la production est passée à 6180, une augmentation de 63%. En 1943, les usines allemandes ont produit 12 063 chars d'assaut. En 1944, alors que les bombardiers alliés réduisaient les villes allemandes en cendres, la production a atteint 19 002 chars d'assaut, une augmentation de 400% en 3 ans, pendant une guerre totale. Sous des bombardements constants, mais les chars n'étaient que le début. Regardons la production d'avions. En 1941, l'Allemagne produisait 11 776 avions. En 1944, elle en produisait 39 807, une augmentation de 238%. La production d'artillerie est passée de 7 000 canons en 1941 à 41 000 canons en 1944. La production de munitions a quadruplé.
La production de fusils a doublé. Tout cela s'est produit alors que les bombardiers alliés attaquaient les centres industriels allemands jour et nuit. Un rapport de l'US Strategic Bombing Survey, rédigé en 1945 et déclassifié en 1985, posait une question choquante. Comment était-ce possible? Les analystes ont examiné les usines allemandes. Ils ont interrogé les directeurs industriels allemands. Ils ont analysé les documents capturés. Et ils ont trouvé un système si efficace. Ils remettaient en question leurs propres hypothèses sur la guerre industrielle. Prenez Rheinmetall elle-même. Oui, la même entreprise qui a annoncé 64 milliards d'euros de commandes en 2025. Pendant la guerre, Rheinmetall Borsig était l'un des principaux producteurs d'artillerie allemande. Le célèbre canon anti-aérien de 88 mm, qui terrorisait les chars alliés, a été développé par Rheinmetall. Mais voici ce qui est remarquable. Après les bombardements alliés sur les usines Rheinmetall en 1943, les analystes américains s'attendaient à ce que la production chute d'au moins 50%. Au lieu de cela, elle a augmenté de 12% en 3 mois. Comment? Les ingénieurs allemands avaient décentralisé les chaînes de production. Ils ont réparti la fabrication dans de plus petits ateliers à travers le pays. Ils ont standardisé les composants, de sorte que les pièces provenant de différentes régions pouvaient être assemblées. Ils ont mis en œuvre un système de production à flux tendu pour l'approvisionnement en matériaux, qui a été perfectionné des décennies plus tard par les constructeurs automobiles japonais. Les analystes américains ont écrit dans leur rapport en 1945 « Cela ne devrait pas être possible ». Mais c'est arrivé. Krupp, un autre géant industriel allemand, produisait des canons de chars. Des composants de sous-marins et de l'artillerie, après de lourds bombardements sur l'usine Krupp à Essen en mars 1943. La RAF a estimé que la production serait arrêtée pendant au moins 6 mois. Les bombardiers britanniques avaient largué 600 tonnes de bombes sur les installations. Les photographies aériennes montraient une destruction massive. Mais 3 semaines plus tard, les usines Krupp produisaient à nouveau à 85% de leur capacité. Les officiers du renseignement britannique ne pouvaient pas le croire. Ils pensaient que leur rapport était faux. Ils ont envoyé des avions de reconnaissance pour vérifier. Les photos l'ont confirmé. Krupp avait déplacé les chaînes de production dans des usines souterraines qui avaient été préparées des mois auparavant. Les planificateurs allemands avaient prévu les bombardements et avaient élaboré des plans d'urgence. Un rapport déclassifié du War Office britannique datant de 1985 notait « La résilience industrielle allemande a dépassé toutes les estimations alliées de plusieurs ordres de grandeur. » Mais voici la partie qui a vraiment inquiété les analystes du Pentagone. Ce n'était pas seulement la quantité, c'était la qualité. Les usines allemandes produisaient simultanément plus d'armes et amélioraient leurs performances techniques. Le Panzer IV, le principal char de combat allemand, a été modernisé 11 fois pendant la guerre. Chaque version était plus performante, meilleur blindage, meilleur canon, meilleur moteur. Et tout cela s'est produit. Alors que la production augmentait, les usines américaines produisaient le M4 Sherman en quantité massive. Oui, près de 50 000 unités. Mais le Sherman n'a subi que des modifications mineures. La construction de base, elle, est restée inchangée. Pourquoi? Parce que les planificateurs industriels américains ont estimé que modifier les chaînes de production ralentirait la production. L'efficacité exigeait une standardisation. Les ingénieurs allemands ont prouvé que cette hypothèse était fausse. Ils ont augmenté la production et l'innovation simultanément. Prenons l'exemple du char Tiger, un monstre de 56 tonnes avec un canon de 88 mm et un blindage frontal de 100 mm, incroyablement complexe. Plus de 26 000 pièces,
Les analystes américains estimaient que l'Allemagne ne pourrait produire que 500 Tiger au maximum. La complexité rendrait tout dépassement impossible. L'Allemagne a produit 1347 Tiger Am et 492 Tiger II sous les bombardements, alors que les ressources se raréfiaient, alors que la main-d'œuvre était envoyée au front. Un rapport déclassifié de l'Aberdeen Proving Ground, rédigé en juin 1945 et publié en janvier 1985, analysait des chars Tiger capturés. Les ingénieurs américains étaient stupéfaits. La précision de la fabrication dépassait les normes américaines. Les soudures étaient parfaites. La machinerie intérieure témoignait d'un contrôle de la qualité impressionnant. Un analyste a écrit « Nous bombardons leurs usines depuis 2 ans. Comment peuvent-ils encore produire du matériel qui surpasse le nôtre ?» C'est là que Rheinmetall, en 2025, entre de nouveau en jeu. L'article de Fortune Europe d'avril 2025 notait que le carnet de commandes de Rheinmetall, d'un montant de 64 milliards d'euros, représentait 18% de toutes les commandes de défense européennes. Le PDG Armin Paperger a déclaré que cette part augmenterait pour atteindre 25%. Cela signifie qu'un quart de la production de défense européenne totale serait contrôlée par une entreprise allemande. Cela vous semble familier ? Parce que c'était déjà le cas en 1943. Entre 1943 et 1944, des entreprises allemandes comme Krupp, Rheinmetall Borsig, Henschel et Daimler-Benz contrôlaient environ 40% de l'ensemble de la production d'armement des puissances de l'Axe. L'Italie produisait des chars, certes, mais ils étaient inférieurs aux conceptions allemandes. Les chars japonais étaient plus petits et moins puissants. Les entreprises allemandes dominaient le sommet technologique de la machine de guerre des puissances de l'Axe. Et les analystes du renseignement allié le savaient. Cela nous amène à la question restée secrète pendant 40 ans. Pourquoi le Pentagone a-t-il classifié ces rapports jusqu'en 1985 ? Qu'est-ce que ces documents contenaient de si sensible ? La réponse se trouve dans un rapport de 347 pages intitulé « German Industrial Efficiency and Post-War Implications », rédigé par l'école de guerre de l'armée américaine en septembre 1945 et déclassifié en mars 1985. Le rapport constatait une vérité inconfortable. Les méthodes industrielles allemandes étaient supérieures aux méthodes américaines dans plusieurs domaines clés. Les usines allemandes utilisaient la main-d'œuvre spécialisée plus efficacement. Elles mettaient en œuvre des réseaux de production décentralisés, résistants aux bombardements. Elles intégraient de manière transparente la recherche et la production, de sorte que les innovations se répandaient rapidement dans les chaînes de production. Et elles faisaient tout cela avec moins de matières premières que les Alliés. Imaginez que vous êtes un planificateur du Pentagone en 1945. La guerre est finie. Mais un nouvel ennemi se lève, l'Union soviétique. Vous devez préparer l'industrie américaine de la défense à une éventuelle guerre avec l'URSS. Et puis vous lisez un rapport qui dit que les nazis, malgré leur idéologie terrible, avaient des méthodes industrielles plus efficaces que les vôtres. Que faites-vous ? Vous ne pouvez pas publier ce rapport. Le public américain ne comprendrait pas les implications. Il penserait que vous admirez les nazis, mais vous ne pouvez pas non plus ignorer les leçons. Alors, vous classez le rapport. Vous l'étudiez en interne. Vous mettez en œuvre les leçons en secret. Et vous attendez 40 ans, jusqu'à ce que suffisamment de temps se soit écoulé pour que la vérité devienne acceptable. Et ce ne sont pas que des spéculations. Des rapports de la CIA déclassifiés dans les années 1950 montrent que les planificateurs industriels américains étudiaient les méthodes allemandes. La réorganisation de l'industrie américaine de la défense dans les années 1950, la production décentralisée, l'intégration des laboratoires de recherche aux usines, tout cela était des concepts tirés de l'analyse de la production de guerre allemande. Mais voici la partie qui est vraiment fascinante. Les entreprises allemandes elles-mêmes se sont souvenues de ces leçons. Rheinmetall
a été démilitarisé après la guerre sous le contrôle des Alliés. Pendant des années, ils ont produit des biens civils, des locomotives, des machines industrielles, mais les structures organisationnelles qu'Albert Speer et les ingénieurs allemands avaient développées pendant la guerre sont restées dans la culture de l'entreprise. Lorsque l'Allemagne a été autorisée à se réarmer dans les années 1950, Rheinmetall était prête. Ils savaient déjà comment produire efficacement des systèmes d'armes complexes. Ils avaient la mémoire institutionnelle. Et ils l'ont utilisée. Aujourd'hui, en 2025, nous constatons le même schéma se répéter. Le budget de la défense de l'Allemagne augmente. Rheinmetall annonce des commandes records. Et les nations alliées, en particulier les États-Unis, observent nerveusement, pas parce qu'elles ne font pas confiance à l'Allemagne, mais parce que l'histoire montre que la capacité industrielle allemande, lorsqu'elle est pleinement mobilisée, est exceptionnelle. Le rapport de The Defense Post d'octobre 2025 notait que l'Allemagne prévoyait de dépenser 438 milliards de dollars pour la défense au cours des 5 prochaines années. C'est plus que la France et le Royaume-Uni réunis. Une grande partie de cette somme ira à Rheinmetall, pour l'artillerie, pour les véhicules blindés, pour les munitions, les mêmes catégories dans lesquelles Rheinmetall-Borsig dominait pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais revenons en 1943. Parce qu'il y a un détail qui inquiétait particulièrement les analystes du Pentagone. Ce n'était pas seulement l'efficacité de la production allemande, c'était la vitesse à laquelle ils pouvaient s'adapter. En juin 1943, l'Union soviétique a introduit le char T-34 Kap-25, une version améliorée de son T-34, doté d'un canon de 85 mm, capable de combattre efficacement les chars Panzer IV allemands. Les services de renseignement allemands ont identifié la menace en juillet. En septembre, les ingénieurs allemands avaient modifié le char Panther pour contrer la menace, un canon de 75 mm avec une vitesse initiale plus élevée, un meilleur blindage, une mobilité accrue. Il s'est écoulé 3 mois entre l'identification de la menace et la modification de la production. Il fallait en moyenne 18 mois aux usines américaines pour mettre en œuvre des modifications similaires. Un rapport déclassifié du département de l'ordnance, rédigé en 1946, constatait « La réactivité industrielle allemande surpasse la nôtre d'un facteur 6. Ce n'est pas une exagération. Regardez les chiffres. Lorsque les Alliés ont débarqué en Normandie en 1944, les chars allemands avaient un avantage technique. Le Panther pouvait détruire un Sherman à 2000 mètres. Le Sherman, lui, ne pouvait percer le blindage d'un Panther qu'à 500 mètres, et seulement de côté ou par l'arrière. Les commandants américains le savaient, et cela les frustrait. Le général Omar Bradley écrivit dans ses mémoires, déclassifiés en 1983, qu'il était choqué par la supériorité des chars d'assaut allemands. Il demanda au planificateur du Pentagone « Pourquoi ne pouvons-nous pas produire des chars d'assaut équivalents aux Allemands ?» La réponse fut honnête et déprimante. Parce que nos usines ne peuvent pas être réorganisées assez rapidement. Nous produisons de la quantité. Les Allemands produisent de la qualité. Bradley n'accepta pas cette réponse. Il ordonna des études. Il voulait comprendre pourquoi les usines allemandes étaient si adaptables. Les études furent menées, les rapports furent écrits, et ensuite ils furent classifiés. Jusqu'en 1985. Voici ce que ces rapports révélèrent. Les entreprises allemandes utilisaient un système appelé « communauté de fabrication ». Des groupes d'entreprises qui se spécialisaient dans différents composants, mais travaillaient en étroite collaboration. Rheinmetall produisait les canons, Henschel produisait les châssis des chars, Daimler-Benz produisait les moteurs, mais elles partageaient les plans. Elle standardisait les pièces et elle coordonnait les plans de production. Cela signifiait que si un composant devait être amélioré, une entreprise pouvait apporter la modification. Et les autres s'adaptaient rapidement.
Les usines américaines travaillaient de manière plus isolée. General Motors produisait des chars d'assaut, Ford produisait des moteurs, mais la coordination était plus lente. Les modifications nécessitaient l'approbation de plusieurs niveaux de la bureaucratie. Les entreprises allemandes avaient moins de bureaucratie. Albert Speer l'avait éliminé. Les décisions étaient prises plus rapidement. Les innovations se concrétisaient plus vite dans la production, et le résultat fut une machine de guerre qui s'améliorait constamment, même dans des conditions catastrophiques. Mais alors, quelque chose se produisit à l'automne 1944 qui changea la donne. Et c'est là que l'histoire devient vraiment choquante. Parce que ce que les analystes du Pentagone découvrirent ensuite ne fut pas seulement classifié, il fut scellé. Avec la mention « ne pas diffuser avant 40 ans après la fin de la guerre », qu'avaient-ils trouvé? En novembre 1944, les troupes américaines envahirent une usine souterraine à Nordhausen, en Thuringe. Ce qu'ils y trouvèrent changea tout ce qu'ils pensaient de la capacité industrielle allemande. Ce n'était pas une usine ordinaire, c'était Mittelwerk, une installation souterraine massive, construite dans une montagne, plus de 20 kilomètres de tunnels, 60 000 mètres carrés de surface de production, et elle produisait quelque chose que les scientifiques américains jugeaient impossible, la fusée V2, la première fusée balistique à longue portée au monde, 14 mètres de long, 12,5 tonnes, capable d'atteindre Londres depuis la Belgique. Elle volait plus vite que le son. Il n'y avait donc aucun avertissement. Et voici le point choquant. Les ingénieurs allemands avaient conçu, testé et mis en production cette fusée. Pendant que les bombardiers alliés détruisaient leur ville, les officiers américains fouillèrent l'installation. Ils trouvèrent des registres de production détaillés. Mittelwerk produisait 600 fusées V2 par mois en 1944. Cela signifie que l'Allemagne produisait l'une des armes les plus complexes de l'histoire en quantité massive, sous terre, alors qu'elle était en train de perdre la guerre. Le général Dwight Eisenhower ordonna immédiatement de saisir tous les documents. Il ordonna de trouver et d'interroger les scientifiques et ingénieurs allemands, et il classifia tout. Pourquoi? Parce que les implications étaient terrifiantes. Si l'Allemagne pouvait produire une telle technologie dans de telles conditions, qu'aurait-elle pu produire si elle avait gagné la guerre? Un rapport de la CIA déclassifié en 1985, intitulé « Opération Overcast », plus tard connu sous le nom de « Opération Paperclip », révéla ce qui se passa ensuite. Le Pentagone décida d'emmener des scientifiques allemands aux États-Unis, pas seulement quelques-uns. Plus de 1600 scientifiques et ingénieurs allemands furent recrutés entre 1945 et 1959. Beaucoup avaient travaillé pour les nazis. Certains étaient membres du NSDAP. Mais les Américains voulaient leur savoir. Werner von Braun, le concepteur en chef de la V2, devint le directeur du NASA Marshall Space Flight Center, la fusée Saturn V, qui emmena les astronautes d'Apollo sur la Lune, était basé sur ses conceptions. Le programme spatial américain fut construit sur le savoir-faire allemand en matière de fusées. Et ce n'était que le début. Les ingénieurs allemands apportèrent des connaissances sur les moteurs à réaction. Le Messerschmitt Me 262 fut le premier avion de chasse à réaction opérationnel au monde. Les pilotes américains et britanniques n'avaient aucun équivalent. Le Me 262 était 160 km/h, plus rapide que n'importe quel avion de chasse allié. Il pouvait détruire les formations de bombardiers B-17 sans que les chasseurs alliés ne puissent réagir. Un rapport de l'US Air Force, déclassifié en 1985, analysa à quel point l'Allemagne était proche d'atteindre la supériorité aérienne. Si le Me 262 avait été mis en production un an plus tôt, il aurait peut-être arrêté la campagne de bombardements alliés. Cela aurait signifié que les usines allemandes auraient produit plus longtemps, plus de chars d'assaut, plus d'artillerie,
Plus de fusées, la guerre aurait pu se terminer différemment. Mais le Me-262 arriva trop tard, pas à cause de problèmes techniques, mais à cause d'erreurs stratégiques de la direction allemande. Hitler insista pour qu'il soit utilisé comme bombardier au lieu de chasseur. Les ingénieurs allemands protestèrent. Ils savaient que le Me-262 était plus efficace en tant que chasseur, mais les décisions politiques l'emportèrent sur la raison technique. Les analystes du Pentagone étudièrent cela intensivement. Ils voulaient comprendre comment l'ingérence politique pouvait ruiner la supériorité technologique, et ils classifièrent des études. Pourquoi? Parce que les leçons étaient gênantes. Les rapports suggéraient que les planificateurs militaires américains et britanniques avaient commis des erreurs similaires, des décisions politiques allant à l'encontre des conseils techniques, et ces erreurs coûtèrent des vies. Voici un exemple, le char Sherman. Les ingénieurs américains savaient déjà en 1943 que le Sherman était inférieur aux chars allemands. Ils proposèrent des améliorations, un meilleur canon, un blindage plus épais, un moteur plus puissant. Mais le Pentagone refusa. Pourquoi? Parce que les modifications ralentiraient la production. La stratégie était de submerger les Allemands avec le nombre. 5 Sherman pour chaque char allemand. C'était acceptable. Sauf que ce n'était pas acceptable pour les équipages des Sherman. Le général George S. Patton écrivit dans une lettre déclassifiée en 1975 que les équipages de chars américains avaient peur. Ils savaient que leurs chars étaient inférieurs. Ils appelaient le Sherman le Ronson, d'après le briquet, parce qu'il prenait feu si facilement. Les équipages de chars allemands l'appelaient Tommy Cooker, parce qu'il carbonisait les équipages britanniques. Mais les planificateurs du Pentagone sont restés fidèles à leur stratégie, la quantité avant la qualité. Et ça a fonctionné, mais à un prix terrible. Les pertes de chars américains en Normandie étaient 3 fois supérieures aux pertes allemandes. Un rapport déclassifié du département de l'Ordnance, datant de 1985, estimait que de meilleurs chars auraient pu sauver des milliers de vies. Pourquoi ce rapport a-t-il été classifié? Parce qu'il critiquait les stratèges militaires américains. Il suggérait qu'ils se souciaient davantage de l'efficacité de la production que de la vie des soldats. C'était politiquement inacceptable. Il a donc été mis sous scellé jusqu'en 1985. Mais voici ce qui est fascinant. Les mêmes rapports qui louaient l'efficacité industrielle allemande critiquaient également les erreurs stratégiques allemandes. Les analystes étaient objectifs. Ils reconnaissaient que l'Allemagne était technologiquement supérieure, mais stratégiquement imparfaite. Et cette objectivité rendait les rapports précieux. Les planificateurs du Pentagone les ont étudiés pour comprendre les forces et les faiblesses allemandes. Et ces leçons ont façonné la doctrine militaire américaine pendant la guerre froide. L'OTAN a adopté des concepts tactiques allemands. L'Auftragstaktik, un système allemand de commandement décentralisé, est devenu la norme de l'OTAN. Les tactiques de chars américains ont été réformées sur le modèle allemand. L'intégration du soutien aérien aux troupes au sol, une innovation allemande, est devenue le fondement de la guerre interarmes moderne. Un rapport de l'école de guerre de l'armée américaine datant de 1985, intitulé « German Military Effectiveness in World War II », l'efficacité militaire allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, a constaté que la doctrine tactique allemande influence encore la théorie militaire occidentale aujourd'hui. Cela signifie que les forces de l'OTAN se battent aujourd'hui avec des méthodes qui sont en partie inspirées des tactiques de la Wehrmacht. Il ne s'agit pas d'admiration pour les nazis. Il s'agit de reconnaissance d'une compétence technique et tactique, et c'est ici que nous revenons à Rheinmetall en 2025. Parce que la mémoire institutionnelle de l'excellence industrielle n'a jamais disparu. Rheinmetall, Krupp,
Henschel. Ces entreprises ont été démilitarisées après la guerre, mais leurs ingénieurs, leurs structures organisationnelles, leurs connaissances ont survécu. Lorsque l'Allemagne a rejoint l'OTAN dans les années 1950 et a été autorisée à se réarmer, ces entreprises étaient prêtes. Le char Léopard 1, développé dans les années 1960, est devenu l'un des chars les plus performants de la guerre froide. Plus de 40 nations l'ont acheté. Pourquoi? Parce que les ingénieurs allemands savaient comment construire des chars. Ils avaient l'expérience, ils avaient la mémoire institutionnelle, et ils l'ont utilisé. Le Léopard 2, développé dans les années 1970, est encore aujourd'hui l'un des meilleurs chars du monde. Rheinmetall a produit le canon. Un canon à âme lisse de 120 mm, qui est devenu la norme de l'OTAN. Même les chars américains M1 Abrams utilisent une version de ce canon. La technologie allemande est devenue le fondement de l'armement des chars occidentaux. Aujourd'hui, en 2025, Rheinmetall annonce 64 milliards d'euros de commandes. Et une grande partie de ces commandes provient des alliés de l'OTAN. Le Canada commande de l'artillerie, l'Australie commande des véhicules blindés, les nations européennes achètent des munitions. Le monde fait confiance à la technologie d'armement allemande, pas par nostalgie, mais grâce à une compétence prouvée. L'analyse de Fortune Europe d'avril 2025 pose une question intéressante. La croissance de Rheinmetall est-elle un signe de militarisation allemande ou simplement d'excellence industrielle qui répond à la demande? La réponse est compliquée. L'Allemagne est une démocratie, elle est membre de l'OTAN, elle n'a pas d'ambition expansionniste, mais sa capacité industrielle, lorsqu'elle est mobilisée, est impressionnante. Et c'est précisément ce qui inquiétait les analystes du Pentagone en 1945. Non pas la crainte d'une nouvelle guerre d'agression allemande, mais la prise de conscience que les méthodes industrielles, quelle que soit l'idéologie, peuvent être supérieures ou inférieures. Et si vos méthodes sont inférieures, vous devez apprendre même de vos ennemis. Les rapports déclassifiés de 1985 n'étaient pas seulement des documents historiques, c'étaient des aveux que les planificateurs industriels américains avaient commis des erreurs pendant la guerre, des aveux que les méthodes allemandes étaient meilleures dans certains domaines, et des aveux que le Pentagone étudiait et appliquait ces leçons. Mais pourquoi a-t-il fallu 40 ans pour rendre ces rapports publics? Parce qu'ils étaient politiquement sensibles. Dans les années 1940 et 1950, le public américain voulait des héros. Il voulait croire que les Alliés étaient supérieurs à tous les niveaux. Moralement, oui. Industriellement, la vérité était plus compliquée. Et les vérités compliquées sont difficiles à vendre. En 1985, suffisamment de temps avait passé. La Seconde Guerre mondiale était de l'histoire ancienne. L'Union soviétique était toujours l'ennemi, mais les leçons de la guerre pouvaient être discutées objectivement. Les historiens pouvaient étudier l'efficacité industrielle allemande sans être accusés de sympathie pour les nazis, et les rapports ont été publiés. Aujourd'hui, en 2025, nous voyons un écho. L'Allemagne se réarme, Rheinmetall se développe, les alliés de l'OTAN achètent des armes allemandes, et les analystes américains observent, non pas avec peur, mais avec respect, parce que l'histoire montre que l'excellence industrielle doit être respectée, quelle que soit sa source. Cette histoire n'est pas seulement du passé, elle est le présent. Le PDG de Rheinmetall, Armin Paperger, prévoit 300 milliards d'euros de commandes sur 5 ans. Il s'agit d'une croissance de 450%. Comparable à l'augmentation de la production que Speer a réalisée pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, dans des circonstances complètement différentes. Pas de travail forcé, pas de contrôle totalitaire, juste une compétence industrielle dans une économie de marché démocratique. Mais le parallèle est frappant. Les entreprises allemandes, lorsqu'elles sont organisées et concentrées, peuvent obtenir des résultats extraordinaires. C'est ce qui inquiétait les planificateurs du Pentagone en 1945.
Et c'est ce qui fascine les analystes de la défense en 2025. Si vous trouvez cette histoire précieuse, si vous croyez que la vérité historique, même compliquée, doit être partagée, alors soutenez cette chaîne. Cette recherche est basée sur des documents déclassifiés, des archives du Pentagone, des études de l'école de guerre de l'armée américaine, des rapports qui ont mis des décennies à être publiés. Et le travail consistant à les trouver, à les analyser et à les transformer en un récit cohérent est intense. Votre soutien contribue à maintenir ces histoires en vie. Examinons les implications plus larges. Que nous enseigne cette histoire sur la guerre industrielle? Que nous enseigne-t-elle sur l'innovation technologique sous pression? Et que nous enseigne-t-elle sur la relation entre la démocratie et l'efficacité industrielle? Premièrement, l'efficacité industrielle n'exige pas le totalitarisme. C'est un mythe. Oui, les réformes d'Albert Speer étaient efficaces, mais elles reposaient sur une rationalisation et non sur la terreur. Réduction de la bureaucratie, standardisation des composants, intégration de la recherche et de la production. Ces principes fonctionnent dans tout système politique. En fait, des économistes modernes affirment que les économies de marché démocratiques sont plus efficaces à long terme. Pourquoi? Parce que l'innovation dépend du libre-échange d'idées. Les régimes totalitaires peuvent forcer l'efficacité à court terme, mais l'innovation à long terme nécessite la liberté. Et la force industrielle actuelle de l'Allemagne le prouve. Rheinmetall en 2025 est un produit des forces du marché démocratique et non du contrôle totalitaire. Deuxièmement, la supériorité technologique ne garantit pas la victoire. L'Allemagne avait des chars d'assaut supérieurs, des avions à réaction, des missiles, mais elle a perdu la guerre. De pourquoi? Parce que la stratégie est plus importante que la technologie. Les Alliés avaient une meilleure stratégie. Ils ont mieux coordonné leurs ressources. Ils ont évité les erreurs stratégiques commises par l'Allemagne et ils ont gagné. C'est une leçon pour aujourd'hui. La technologie est importante, mais elle ne fait pas tout. Les alliés de l'OTAN ne doivent pas seulement avoir des armes supérieures, ils doivent aussi avoir une stratégie, une coordination et une unité politique supérieure. C'est ce qui rend l'Occident fort. Pas seulement la technologie, mais le système politique qui la sous-tend. Troisièmement, la vérité historique est compliquée. Les nazis étaient des monstres moraux. Leur idéologie était abjecte. Leur guerre était un crime contre l'humanité. Mais leur industrie était efficace. Leurs ingénieurs étaient compétents. Ces deux vérités ne se contredisent pas. On peut condamner les nazis tout en reconnaissant que leur méthode industrielle était techniquement impressionnante. Les analystes du Pentagone l'ont compris. Ils ont étudié les méthodes allemandes pour les surpasser et non pour les admirer. Et c'est la différence entre l'analyse objective et l'idéologie. L'analyse objective reconnaît la vérité, quelle que soit sa source. L'idéologie rejette la vérité si elle est gênante. Les rapports déclassifiés de 1985 sont des chefs-d'œuvre d'analyse objective. Ils louent l'efficacité allemande là où elle est méritée. Ils critiquent les erreurs allemandes là où elles se produisent. Et ils tirent des leçons que les planificateurs militaires américains ont utilisées pour s'améliorer. Aujourd'hui, en 2025, nous avons besoin de la même objectivité. La croissance de Rheinmetall doit être analysée, non avec crainte, mais avec curiosité. Que font-ils de bien? Quelles méthodes industrielles utilisent-ils? Comment d'autres nations peuvent-elles tirer des leçons de leur succès? Ce sont les questions qui doivent être posées, et les réponses sont fascinantes. Le succès de Rheinmetall repose sur plusieurs facteurs. Premièrement, ils ont un portefeuille de produits diversifiés. Artillerie, véhicules blindés, munitions, systèmes électroniques, cela réduit le risque. Si un marché se contracte, d'autres croissent. Deuxièmement, ils investissent dans la recherche et le développement, les nouvelles technologies de Rheinmetall, comme le Future Combat Air System et le Main Ground Combat System,
les positionnent pour la prochaine génération de technologies de défense. Ils anticipent les besoins futurs. Ils investissent aujourd'hui pour livrer demain. Troisièmement, ils ont des relations solides avec les gouvernements, non par la corruption, mais par la fiabilité. Rheinmetall livre de la qualité à temps. Cela renforce la confiance, et la confiance conduit à plus de commandes. Ces principes ne sont pas secrets, ce sont des pratiques commerciales fondamentales. Mais Rheinmetall les exécute exceptionnellement bien. Et c'est la leçon. L'excellence ne vient pas de formules secrètes. Elle vient de l'exécution cohérente des principes fondamentaux. C'est ce que les analystes du Pentagone ont constaté en 1945, lorsqu'ils ont étudié les usines allemandes. Pas de magie, seulement une exécution disciplinée, réduction du gaspillage, optimisation des processus, focus sur la qualité et amélioration continue. Ces principes fonctionnaient en 1943. Ils fonctionnent en 2025. L'histoire de Rheinmetall, de 1943 à 2025, est une histoire de résilience industrielle, détruite par les bombardiers alliés, démilitarisée après la guerre, renée dans les années 1950, et aujourd'hui, un leader de l'industrie européenne de la défense. C'est remarquable. Et cela montre quelque chose d'important. La mémoire institutionnelle est puissante. Les entreprises qui savent comment atteindre l'excellence ne l'oublient pas, même si elles sont forcées d'arrêter. La connaissance reste, la culture reste. Et quand l'occasion se présente, elles reviennent plus fortes qu'avant. C'est ce que le monde voit en 2025. Une Allemagne qui se réarme à nouveau, non pour la conquête, mais pour la défense. En tant que membre de l'OTAN, en tant que partenaire démocratique, et ses entreprises, comme Rheinmetall, montrent la voie. L'article de Fortune Europe a noté que la croissance de Rheinmetall est un signe de l'autonomie stratégique européenne. L'Europe ne veut pas dépendre entièrement des entreprises de défense américaines. Elle veut avoir sa propre base industrielle. Et l'Allemagne, avec des entreprises comme Rheinmetall, la fournit. C'est bon pour l'OTAN. Cela signifie plus de capacité de production, plus de concurrence, plus d'innovation et plus de résilience. Si une nation est attaquée, plusieurs nations peuvent produire pour la soutenir. Cela rend l'alliance plus forte. Mais cela exige aussi de la confiance. Confiance que l'Allemagne utilise son pouvoir de manière responsable. Confiance gagnée par 70 ans de stabilité démocratique. Confiance renforcée par le partenariat avec l'OTAN. Et confiance maintenue par une politique transparente. Les rapports déclassifiés de 1985 montrent que cette confiance n'a pas toujours existé. En 1945, les Alliés étaient nerveux. Ils ont classifié les rapports sur l'efficacité allemande. Ils craignaient ce que cela pourrait signifier. Mais 40 ans d'Allemagne démocratique ont dissipé ces craintes. Et les rapports ont pu être déclassifiés. Aujourd'hui, en 2025, ces craintes n'existent plus. L'Allemagne est un partenaire digne de confiance. La croissance de Rheinmetall n'est pas considérée comme une menace, mais comme un avantage. L'Europe a besoin d'industries de défense fortes, et l'Allemagne fournit. Alors, quelle est la leçon de toute cette histoire ? Que devons-nous retenir du parcours de Rheinmetall de 1943 à 2025 ? La leçon est la suivante. L'excellence industrielle est intemporelle. Les principes qui ont fait le succès des réformes d'Albert Speer, l'efficacité, la standardisation, l'intégration, fonctionnent encore aujourd'hui. La mémoire institutionnelle qui a survécu dans les entreprises allemandes est précieuse. Et la capacité d'apprendre de l'histoire, même des parties inconfortables, est cruciale. Les analystes du Pentagone en 1945 ont eu le courage d'être objectifs. Ils ont étudié les méthodes ennemies.
Ils reconnaissaient la supériorité là où elle existait et ils apprenaient. C'est ce qui a rendu l'Amérique plus forte, pas plus faible. Aujourd'hui, nous devons faire preuve de la même objectivité. Nous devons étudier le succès de Rheinmetall. Nous devons comprendre ce qu'ils font bien. Et nous devons apprendre, non pas avec crainte, mais avec respect. Car, en fin de compte, c'est ce que cette histoire nous enseigne, le respect de l'excellence, la reconnaissance de la vérité et la sagesse d'apprendre de l'histoire, même si cette histoire est compliquée. Rheinmetall, en 2025, n'est pas le Troisième Reich. C'est une entreprise démocratique dans une nation démocratique, mais ses racines, sa mémoire institutionnelle remontent loin. Et comprendre cela nous aide à mieux comprendre le présent. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous appréciez la profondeur historique. Vous comprenez que le passé façonne le présent. Et vous reconnaissez que la vraie histoire est compliquée. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que la croissance de Rheinmetall est un signe d'excellence industrielle ou autre chose? Les leçons de la Seconde Guerre mondiale devraient-elles encore être étudiées aujourd'hui? Discutons-en.